pleinement efficace, elle va prendre conscience de son utilité pour son service, pour son entreprise, et grâce à cette prise de conscience, elle est protégée des effets du stress. Il dit, si on fixait l'objectif beaucoup trop haut, on va aller chercher du stress. On a vu que le stress sur l'intellect, ce n'était pas top. Si on le fixait trop bas, eh bien, on va induire de l'ennui. L'ennui donnera du stress, ce ne sera pas mieux. Comment savoir si un objectif est fixé au bon niveau? Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui serait d'accord pour me servir de cobaye? C'est juste une ponction lombaire et une prise de sang. Comme on commence par la ponction lombaire, vous aurez tellement mal au dos qu'après vous ne sentirez plus rien au niveau du bras pour la prise de sang. Monsieur, vous êtes d'accord? Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous piquer. Sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de stress que vous ressentez en rapport avec votre travail? En moyenne. En moyenne, 5. Sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de plaisir que vous ressentez en rapport avec votre travail? Tant que le rapport plaisir sur stress est supérieur ou égal à 1, vous êtes dans la bonne zone. Je vois parfois des dirigeants d'entreprise me dire « Ah, moi, en ce moment, c'est compliqué, je suis à 9 de stress. En revanche, dans mon entreprise, je me réalise pleinement, je suis à 10 de plaisir. » Ces personnes-là ne sont jamais en danger. Quand je vois des traders qui me disent « Ah ben nous, en termes de stress, on a 10, il n'y a pas photo. » Et en termes de plaisir, ah ben on est à 2. J'ai vu récemment un trader me dire « Ah ben moi, je n'ai pas dit à ma famille que j'étais trader. Je leur dis que je bossais dans une banque, c'est bien suffisant. » Oui, effectivement, en termes de sens, ce n'est pas top. Et le plaisir est bas. Eh bien, trouver un trader qui a 40 ans, qui n'a pas des gros soucis de santé liés à un stress chronique, c'est rare. Tant que le rapport est supérieur ou égal à 1, vous êtes dans la bonne zone. Avec un rapport à 8 sur 5, franchement, vous êtes tranquille. Si en plus vous bougez un peu, si vous évitez de consommer du sucre et du sel dans la journée, et si le soir vous faisiez même 2 tableaux, l'invulnérabilité est à portée de main. Pensez à ce rapport, il nous permet d'y voir beaucoup plus clair et parfois de se rassurer quand on se dit en ce moment c'est un petit peu compliqué, eh bien tant qu'on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, et c'est certainement la caractéristique première des activités que vous exercez. C'est quand on gère des structures comme celles que vous gérez, je pense que l'on prend beaucoup plus de plaisir que des personnes que l'on voit travailler dans des grands groupes, où là, il est parfois beaucoup plus flou. La liberté d'action. Il faut s'accorder un petit peu d'autonomie, il faut en accorder un petit peu aussi. Pour l'illustrer, cette liberté d'action, on va prendre 2 personnes, on les met dans une voiture, on leur demande de faire 400 km. On va doser le cortisol dans la salive au départ, on le dose à l'arrivée. On se rend compte que, d'après vous, à l'arrivée, quelle est la personne qui aura le plus de cortisol, qui sera la plus stressée? Le passager. Quel est le passager? C'est vous, monsieur, vous avez gagné un bouquin. C'est effectivement le passager parce qu'il ne peut pas agir. On va joindre l'acte à la parole et, monsieur, vu tout ce dont je vous avais menacé, il faut bien vous aider à récupérer. Effectivement, c'est le passager. Le passager, il ne peut pas agir. Et chaque fois qu'on ne peut pas agir, on souffre davantage. On le voit dans les entreprises qui font du transport en commun. Les conducteurs de bus sont toujours moins stressés que les conducteurs de tram. Le conducteur de bus, il dit « Moi, s'il y a un gamin qui traverse, je peux donner un coup de volant, je peux freiner. » Le conducteur de tram dit « Moi, je ne peux bien sûr pas donner le coup de volant. Et avec l'inertie du tram, je risque de toucher l'enfant. » Le niveau de stress chez les conducteurs de tram est colossal. Paul Ricoeur résumait bien cette situation en une phrase. Il disait « L'amputation du pouvoir d'agir, c'est de la souffrance. Si on ne peut pas agir, on souffre. » Si à l'inverse, on laisse un juste niveau d'autonomie à un collaborateur, qu'est-ce qu'on traduit comme belle notion? Je l'ai entendu? La confiance. Qui l'avait dit en premier? C'est monsieur? C'est le président? Monsieur le Président, effectivement, c'est de la confiance. Et quand on exprime de la confiance à une personne, eh bien, on va faire émerger chez cette personne des émotions positives. Et chaque fois qu'on fera émerger des émotions positives, parce qu'elle est satisfaite de sentir qu'on lui fait confiance, chaque fois qu'on fera émerger des émotions positives, on diminue le niveau de stress, on améliore les relations entre les personnes, on renforce la créativité. Il y a un homme qui a beaucoup travaillé sur l'autonomie, c'est Daniel Pink.
un avocat américain. Daniel Pink dit « Je n'ai jamais plaidé une seule cause de ma vie. La seule cause que j'ai plaidée, c'est celle de la motivation et du travail. » Daniel Pink a expérimenté une forme atypique d'autonomie dans un groupe qui élabore des logiciels en Australie qui s'appelle Atlassian. Chez Atlassian, il a organisé la journée annuelle de l'autonomie. Ce jour-là, on a demandé aux collaborateurs de ne pas travailler sur leur dossier habituel, mais de réfléchir à des améliorations de leur poste de travail. On s'est rendu compte que dans les semaines qui suivaient, les relations entre les personnes étaient meilleures. La journée annuelle est devenue une journée trimestrielle. Et là, on s'est rendu compte que les relations entre les personnes étaient bien meilleures, mais que la créativité dans les bureaux d'études était plus grande. Chaque fois qu'on fera émerger les émotions positives, non seulement on diminuera le niveau de stress, mais on renforcera la créativité et on améliorera les relations entre les personnes. Encourager. Est-ce que vous encouragez vos enfants? Il n'y en a que 2 qui ont des enfants, ce n'est pas énorme dans le groupe. Hein. Est-ce que vous encouragez vos collaborateurs? Vous le disiez en plaisantant. Quand on encourage une personne, que ce soit un enfant, un collaborateur, on va augmenter ce dont on parlait tout à l'heure avec le carnet des petits succès. On va augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Rappelez-vous, c'est la conscience que dans un domaine bien précis, on a du talent. On a dit si on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on augmente la confiance en soi, on augmente la créativité, on augmente la persévérance, on augmente l'optimisme et on diminue le niveau de stress. Vous pouvez encourager abondamment. N'ayez pas peur que dans notre pays, l'optimisme soit débordant. On a de la marge. On augmente la persévérance. Il y a un homme qui symbolisait puissamment la persévérance, c'était Thomas Edison, l'homme qui a inventé notamment l'ampoule électrique. Il disait « Certains chercheurs ne trouvent pas parce qu'ils arrêtent de chercher. Personnellement, tant que je n'ai pas trouvé, je cherche, et de ce fait, je trouve. » C'est puissamment logique et remarquablement efficace, sa technique. Thomas Edison, vous vous souvenez de sa scolarité? Quand il était au collège, un soir, sa prof principale lui dit « Thomas, j'ai préparé un courrier, tu le remettras à ta maman en main propre. » Et le soir, Thomas donne le courrier à sa maman. La maman lit le courrier et écrit dedans « Madame ». Elle lit devant son fils « Madame, votre fils est un génie. Nous n'avons certainement pas dans le collège des professeurs suffisamment brillants pour lui permettre de se réaliser pleinement. Vous devriez lui enseigner à domicile. Bien cordialement, Madame X, professeure principale. Et maman Edison va enseigner à son fils à domicile. Elle l'encourage, elle l'encourage, elle l'encourage, elle en fait un génie. Bien des années plus tard, Thomas Edison perd sa maman. Bien des années plus tard, il a besoin de rechercher les archives chez sa maman et il retombe nez à nez avec l'enveloppe. Il reconnaît la texture du papier, la couleur de l'encre. C'est bien la bonne enveloppe, il regarde, c'est bien la bonne date, il l'ouvre et dans le courrier écrit « Madame, votre fils a certainement une pathologie mentale. Il est débile. On ne peut pas continuer à lui enseigner au collège. Vous allez devoir lui enseigner à domicile. » Heureusement, maman Edison avait triché en lisant le courrier. Et ça nous paraît démesuré, mais souvenez-vous de l'effet Pygmalion, de l'effet Rosenthal. On prend 2 groupes d'étudiants. Un groupe d'étudiants, on dit au prof, ce groupe-là, ce sont des petits génies. Et un autre groupe, on dit, ils sont bien moyens. Puis qu'est-ce qui se passe? En fin d'année, ce groupe-là a des résultats exceptionnels, l'autre des résultats moins bons. Sauf qu'entre-temps, on a rendu les groupes hétérogènes. Dans chaque groupe, il y avait 50% d'étudiants brillants, 50% de moins brillants. Mais au niveau des étudiants qui étaient brillants, les professeurs, sachant qu'ils étaient brillants, n'ont pas enseigné de la même manière. Ils les ont encouragés davantage, ils les ont fait plus réussir. Dans le groupe qu'ils considéraient moins bons, ils n'ont pas enseigné de la même manière, ils les ont moins encouragés. On a eu moins de succès. Pensez à encourager. Vous irez chercher de la confiance en soi. Ça, en France, si vous avez des collaborateurs qui sont jeunes, c'est important. Je ne sais pas pourquoi, mais les petits Français ont moins confiance en eux que les petits Canadiens. Un petit Canadien qui passe de 6 à 8 sur 20 en maths, on lui dit « Bravo mon garçon, tu progresses, c'est génial, tu vas réussir ». Un petit Français qui passe de 6 à 8 sur 20 en maths, lui, t'es un boulet, tu n'as toujours pas la moyenne. Eh bien, à terme, ils ont un peu moins confiance en eux. On va augmenter la confiance en soi, on va augmenter la créativité.
on va augmenter la persévérance, on l'a vu, on va augmenter l'optimisme, mais on va faire baisser le niveau de stress. D'après vous, de combien en pourcentage on va faire baisser le niveau de stress quand on encourage un collaborateur? 50? 50? 70? 100%, madame? En réalité, ça dépend du sexe. Non, pas de la taille du sexe, du fait que ce soit une dame ou un monsieur. Vous imaginez, sinon, le boulot des DRH à qui on dirait qu'il faut recruter que des collaborateurs sensibles aux encouragements et qui, toute la journée... Non, ça serait un travail affreux. Si c'est une dame, on va faire baisser son niveau de stress de 44%, si c'est un homme, de 32%. Pourquoi c'est plus efficace chez les dames que chez les hommes? Félicitations. Je ne savais pas que dans la salle, on avait un spécialiste de cette hormone, mais vous avez gagné un livre. Effectivement, quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, je vous ai dit tout à l'heure, on va modifier l'expression d'un gène, un gène qui s'appelle OXTR, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur hormonal, et cette hormone, c'est de l'ocytocine. Le récepteur ocytocine devient plus actif, l'ocytocine agit davantage, et comme il y a plus d'ocytocine chez les dames que chez les hommes, c'est ce qui explique que les encouragements sont plus efficaces chez les dames que chez les hommes. Effectivement, on voit qu'encourager, c'est quand même très rentable, on baisse le stress de plus de 30%, et on va chercher de la créativité, on va chercher de la confiance en soi, c'est quand même très important. La gratitude. Vous dites merci à vos enfants. Vous dites merci à vos collaborateurs. Oui? Non, mais c'est pas toujours facile à dire et c'est pas toujours simple à recevoir. Alors que je suis très sensible à ces sujets, il y a quelques semaines, je me suis fait piéger. J'avais un collaborateur qui avait très bien bossé un jour et le soir, je voulais le remercier. Et puis à 18h, le téléphone sonne, ça dure, ça génère 2 mails à faire rapidement. Et puis quand je suis sorti de mon bureau à 19h15, il n'était plus là, il était parti. J'ai dit, je lui dirai demain. Puis le lendemain, il est arrivé plus tard que moi et j'étais parti avant. Donc il n'a jamais eu son merci. Et ce n'est pas non plus simple à recevoir. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé travailler au Burkina en brousse. Un jour, je reçois une jeune fille qui avait un genou droit qui était énorme. Il était bien 3-4 fois plus gros que le gauche. Elle avait une infection au niveau de l'articulation du genou. On était en brousse, on n'avait pas le matériel nécessaire et surtout pas le petit drain qui aurait permis de drainer l'articulation. On avait de quoi faire une anesthésie locale. On fera une anesthésie locale un peu importante. On utilise une tubulure de perfusion stérile dans laquelle, avec des ciseaux stériles, on fait des petits trous, on s'en sert de drain, on lave l'articulation, on met une antibiothérapie en perfusion un peu massive et on a beaucoup de chance, la jeune fille récupère. Elle ne fléchira plus jamais sa jambe à 100%, mais à 80%, ce qui lui permet de marcher sans l'aide d'un bâton, et là-bas, c'est important. Et puis, j'oublie complètement cette histoire, parce que tous les jours, il y avait des choses pas possibles. Un jour, il y a un jeune qui arrive sur un Solex, un ancien Solex, il n'y avait plus que le vélo, quoi, il n'y avait plus le moteur. Il me dit, je ne me sens pas très bien, est-ce que je peux passer avant les autres? C'est qu'à la chasse, je me suis pris une balle. Oui, dans ce cas-là, on peut gagner un tour dans la salle d'attente. J'avais donc oublié mon histoire de genou, et quand je retourne dans ce même dispensaire quelques mois plus tard, et un soir, un homme très âgé qui vient me voir, il a bien 80 ans. Et 80 ans en Burkina, en brousse, ce n'est pas 80 ans en France. Il avait la peau brûlée, les traits tirés, des traces terribles sur le thorax, d'une fois où dans sa jeunesse, m'a-t-il expliqué, il s'était fait attaquer par une lionne blessée. Et cet homme me dit, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Je suis parti hier de mon village, parce que mon village, il est situé à 17 km d'ici, et à mon âge, je ne peux plus faire les 17 km en une seule journée. J'ai dormi sur le sol la nuit dernière, et ce soir, quelle chance j'ai, vous êtes encore là. J'avais tellement peur que vous soyez parti. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, vous savez, la petite fille qui avait un problème au genou, c'est ma petite fille. Et je tenais tellement à venir vous dire merci. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait sur le coup? Je vous en prie, monsieur, on est là pour ça. J'ai dû lui donner l'impression de diluer son merci, mais 25 ans plus tard, je m'en souviens avec émotion. Il y a des merci que vous prononcerez, dont on vous dira « c'est normal, je suis là pour ça ». Mais ces merci, on s'en souviendra avec la même émotion dans 25 ans.
La gratitude, c'est un levier puissant, même sous des formes parfois un peu diluées. Il y a quelques années, un directeur de cabinet d'un ministre me téléphone. Il me dit « Il faudrait qu'on se voit parce que dans le cabinet, on n'est qu'une trentaine, mais il y a des tensions colossales. Le problème, je vous préviens, c'est que je n'ai rien le temps de faire. Quand j'arrive le matin à 5 heures, mes collaborateurs ne sont pas encore là. Quand je termine le soir à 23 heures, ils ne sont plus là. » Il faut reconnaître qu'il y a des feignants partout, ça ne fait quand même pas une amplitude horaire énorme. Il me donne un rendez-vous en milieu de journée pour analyser la situation à 21h15 et m'explique qu'effectivement, elle n'a rien de temps de faire. Je lui demande simplement, quand un collaborateur a préparé un dossier pour une rencontre avec le ministre le lendemain particulièrement bien, de prendre un petit post-it, sur le post-it de mettre « Bravo pour ton dossier, merci » ses initiales, et d'aller coller le post-it sur le devant de l'ordinateur du collaborateur. 2 mois plus tard, on se rend compte qu'aucun post-it n'était déchiré. Ils sont passés du devant aux côtés de l'ordinateur. L'atmosphère dans le cabinet s'est améliorée. La gratitude, à l'image de l'autonomie, est un puissant vecteur d'émotions positives. Et tout ce qui va augmenter les émotions positives, vous le savez, diminue le stress, améliore les relations entre les personnes, renforce la créativité. Le sentiment de justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui vit en couple? Monsieur? Quand vous faites un reproche à la personne avec laquelle vous vivez, combien faut-il lui faire de compliments dans la foulée pour qu'elle dise que vous êtes un homme juste? Oui, je suis d'accord avec vous. On voit les professionnels. Pour un reproche, combien de compliments? 3? Vous faites 3 compliments à la personne avec laquelle vous vivez quand vous lui faites un reproche? Alors dès ce soir, il faut augmenter de 2. À l'échelle d'un couple, c'est 1 à 5. Et le stade où la personne avec laquelle vous vivez va vous dire « Ah, attention, chérie, c'en est trop », c'est 1 à 11. Ce n'est qu'au 11e compliment. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai jamais été gêné par le 11e. Notre cerveau retient à merveille un reproche, un compliment, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Je ne vous demanderai pas de retenir le 1 à 5, et encore moins celui qui se pratique dans l'entreprise, qui serait théoriquement de 1 à 3, mais de penser à faire des compliments. Trop souvent, quand je vais dans une entreprise, qu'est-ce que j'entends? Ah, vous savez, quand on fait quelque chose de mal, on se fait engueuler. Quand on fait quelque chose de bien, jamais on ne nous le dit. Eh bien, effectivement, il faudrait que l'on soit capable de dire davantage ce qui est bien que ce qui est mal. Si on a un reproche à faire, c'est pareil. Si on dit à la personne, franchement, ce que tu fais dans tel et tel domaine, ça me va bien. En revanche, dans ce domaine-là, ce n'est pas au même niveau, mets-le-moi au même niveau et je serai pleinement satisfait. Si vous faites l'effort d'être perçu comme juste, vous n'allez pas augmenter cette fois les émotions positives, mais vous allez diminuer les émotions négatives, vous allez diminuer les frustrations, vous allez diminuer le niveau de stress et vous allez éviter la démotivation. Le coût de la démotivation lié à la carence en sentiment de justice aux États-Unis se chiffre chaque année en milliards de dollars. Ça a un impact colossal. Si on a l'impression que l'on n'est pas juste avec nous, on ne fait pas d'effort. Reconnaître ses maladresses. Est-ce qu'il est déjà arrivé à une personne parmi vous d'être trop ferme avec un collaborateur? Non? Personne? Certainement. Une fois. Qui dit tous les jours? Eh bien oui, ça peut nous arriver à tous. Il suffit que l'on soit un petit peu tendu et c'est beaucoup plus facile. Ça m'est arrivé un vendredi matin. J'étais beaucoup trop ferme avec un de mes propres collaborateurs. Le vendredi soir, quand je le croise dans un couloir, il me dit « Ah, c'est bien d'écrire des bouquins, mais il y a des jours, vous pourriez en lire certaines pages. » Il avait raison, ce petit con. Avant, je ne savais pas comment gérer une telle situation et j'avais tendance à laisser faire. Et il y avait des frustrations, des émotions négatives qui traînaient, ça contaminait, c'était catastrophique. Pour y remédier, je pense toujours à la même image, toujours à la même histoire. Une image qui date du 8 juin 1972. On voit une petite fille courir nue sur une route au Vietnam après un bombardement en napalm. Kim Phuc avait 9 ans. Elle dit « Je courais parce que j'avais l'impression d'avoir le feu à l'intérieur de moi ». Kim Phuc sera opérée à 18 reprises de greffe de peau. Elle est opérée au niveau de son cartilage. Elle devient diabétique et migraineuse de manière quasi quotidienne.
En 1996, Kim Phuc est invitée à intervenir lors de l'Assemblée générale des anciens combattants de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Lorsqu'elle prend la parole, elle est très émue. Elle dit « Si l'homme qui a lâché la bombe était dans la salle, je lui dirais « Monsieur, il faut qu'ensemble, on bâtisse un monde de paix. » Il y a un homme dans la salle qui fait passer un message aux services de sécurité. On le met en relation avec Kim Phuc. Quand John Plummer est devant Kim Phuc, il est en pleurs. Il dit « Madame, c'est moi qui ai lâché la bombe. Est-ce que vous êtes en mesure de me pardonner ?» Kim Phuc le prend dans ses bras et lui dit « Oui, c'est le passé. En revanche, aidez-moi à bâtir un monde de paix. » Eh bien, quand je repense à cette histoire, je suis capable d'aller voir un collaborateur, lui dire « Sur ce coup, je n'ai pas été bon. » Ça, en général, il le reconnaît tout de suite. Mais il va aussi finir par admettre que ce qu'il n'avait pas fait depuis 24 heures, alors que je lui avais dit qu'il fallait le faire à tout prix, ce n'était pas exceptionnel non plus. On va échanger, on va essayer de voir comment on peut éviter que cela ne se reproduise. On va se quitter, on ne sera plus fâché, on sera réconcilié. Il y a 40 ans, on n'aurait pas parlé de ce levier. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est extrêmement puissant pour effondrer les émotions négatives, effondrer les frustrations, diminuer le niveau de stress et éviter la démotivation. Enfin, on est en France, cultivez l'optimisme. Vous avez vu la récente enquête réalisée par Wingallup? Sur 51 pays testés, alors qu'il y a l'Afghanistan, l'Irak, la Colombie, des pays où c'est facile tous les jours, la France est en quelle position? Dernière, effectivement. Félicitations, monsieur, vous avez gagné un bouquin. Non, mais c'est bien. Avant, on était avant-dernier, on avait toujours peur de descendre. Là, on ne peut que remonter. Offrez-le à monsieur René Tendé de ma part, s'il vous plaît. C'est notre président. Moi, j'en ai déjà un exemplaire. Ah ben. Vous aviez réussi à être épargné jusqu'à maintenant. Eh bien, l'optimisme dans notre pays, c'est terrible. En mode spontané, qu'est-ce que l'on est pessimiste? Je m'en suis fait la remarque un jour de mars 2013. Ce jour-là, il a plu, enfin, sauf dans votre région bien sûr, mais dans tout le nord de la France, il a plu presque tous les jours en mars 2013. La seule belle journée, je vais intervenir devant un grand groupe, dans un grand groupe qui élabore des pneumatiques à Clermont-Ferrand. Oui, il y en a toujours qui trouvent. On passe une journée exceptionnelle avec des managers, des dirigeants qui ont là aussi une très belle dimension humaine. Le soir, un peu fatigué par la journée de travail, je prends un taxi pour regagner l'aéroport et soucieux de dire un mot sympa au chauffeur de taxi, je lui en ai eu de la chance, il a fait un temps magnifique. Il s'arrête au feu tricolore suivant. Il me dit, vous avez de la chance, vous avez raison, il a fait chaud. Mais il a fait trop chaud pour la saison. Et vous allez voir, quand il faut aussi chaud que ça en mars, on va le payer tout l'été. Je me suis tué pendant tout le reste du trajet. Alain avait raison. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. On a des efforts à faire. Ne me dites pas, c'est l'éducation nationale, c'est les politiques, ce sont les médias. Non, c'est chacune et chacun de nous. Souvenez-vous, oui, de cette phrase, c'est un acte volontaire, c'est un effort que l'on doit faire. Mais pour définir cet optimisme que l'on veut aller chercher, non pas un optimisme béat qui consistera à dire que tout va bien dans la pire des situations, pour aller chercher cet optimisme que l'on voudrait, comme l'optimisme qui incite à l'action, l'optimisme qui va faire qu'on a envie de faire des efforts, car pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts si on ne pense pas que demain, on vivra dans un monde meilleur? Eh bien, pour aller chercher cet optimisme-là, j'allais chercher une dame très âgée. Elle avait 90 ans quand elle a prononcé cette phrase, une dame qui a consacré sa vie à l'Athènes ancienne, comme elle disait, et plus particulièrement à Thucydide, une dame qui était à l'Académie française, une académicienne atypique, c'était Jacqueline de Romilly. Le hasard de la vie, ou plutôt cette foi commune que l'on avait en l'humanisme, en la capacité de l'humain à se mobiliser au bon moment. Cette foi commune que l'on avait en l'humanisme fait que l'on est devenu très proche, au point de se téléphoner tous les soirs de 21h à 21h30 et de se voir 2-3 fois par semaine. Jacqueline de Romilly, depuis 15 ans, ne voyait plus clair. Quand elle écrivait un livre, elle avait 2 magnétophones. Sur un magnétophone, elle dictait un quart d'heure de texte. Au bout d'un quart d'heure, elle écoutait son texte, mémorisait les corrections et sur un autre magnétophone, dictait le texte corrigé. Et elle recommençait.
Et le soir, à 19h, à 90 ans, on a le droit de fatiguer un peu. Parfois, comme elle ne voyait pas clair, elle se trompait de bouton. Et elle effaçait le tout. Et elle recommençait, et le livre paraissait. Comme elle ne voyait pas clair, le week-end, c'était sa femme de ménage qui lui préparait ses repas pour qu'elle n'ait plus qu'à les faire chauffer. Un dimanche soir, elle me téléphone, elle me dit « Mon petit docteur, il m'en arrivait une, j'ai mis ça au four avec du gruyère, et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé de la compote avec du gruyère. » Elle me dit « Ce n'était pas bon, mais si j'avais vu clair, jamais j'aurais su le goût que ça pouvait avoir. » Je la vois quelques jours après, je lui dis « Mais comment faites-vous pour être toujours aussi optimiste ?» Elle me dit « Vous savez, quand on est âgé, qu'on ne voit pas clair, qu'on entend mal, imaginez quand Lustiger m'appelle, lui il n'a pas de voix, moi j'ai pas d'oreille, c'est-à-dire que je réponds à des questions qu'il ne m'a jamais posées. Quand, d'une manière générale, me dit-elle, quand c'est dur, quand c'est difficile, l'optimisme, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. Eh bien ça, mesdames et messieurs, transformer les soucis en défis, c'est le rôle de chacune et de chacun de vous. Si vous voulez que demain, le pays aille mieux, si vous voulez que demain, notre pays soit plus optimiste, c'est le rôle de chacune et de chacun de vous. Notre pays ira mieux, il réussira mieux, il y aura moins de stress. Il réussira mieux. Martin Seligman, le père de la psychologie positive, a fait une étude aux États-Unis dans une compagnie d'assurance. Il s'est rendu compte que les commerciaux les plus optimistes vendaient de 40 à 70% de plus de contrats d'assurance que les autres. L'optimisme, c'est bien du succès. L'optimisme, c'est aussi de la santé. Henri Lô, qui est professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, écrit un ouvrage qui s'intitule « Le stress permanent ». Il écrit dans cet ouvrage « Les personnes les plus optimistes sont protégées des effets du stress. L'optimisme intervient comme appoint correcteur du stress. » On ira bien chercher, là encore, de la santé et du succès. Comment ça marche? Vous me le pardonnerez, je vais vous amener un petit peu dans le domaine médical. On a vu que certains comportements, par exemple le sens, les objectifs au bon niveau, l'autonomie, la gratitude, les encouragements, vont nous permettre d'augmenter les émotions positives. On a vu que d'autres vont diminuer les émotions négatives. Pour diminuer les émotions négatives, c'est par exemple le fait de faire l'effort d'être perçu comme juste ou reconnaître ses maladresses. Si on augmente les émotions positives, si on diminue les négatives, on va favoriser la sécrétion chez la femme comme chez l'homme d'ocytocine. Dès qu'on augmente le taux d'ocytocine dans le sang, on va faire baisser le taux de cortisol, on diminue le niveau de stress. Quand on augmente le taux d'ocytocine, on va augmenter la générosité et l'empathie. On va renforcer la cohésion des équipes. Si on dose l'ocytocine chez deux militaires frères d'armes quand ils sont côte à côte, le taux d'ocytocine est très élevé, c'est bien l'hormone de la cohésion. Et quand on augmente le taux d'ocytocine, on va améliorer la créativité. C'est la seule molécule que l'on connaisse actuellement qui soit en mesure de faire baisser le niveau de stress et d'augmenter les capacités intellectuelles. Toutes les autres molécules effondrent les capacités intellectuelles. Quand on augmente les émotions positives et qu'on diminue les négatives, on va favoriser la sécrétion. Ça devrait marcher. Ah, il ne faut pas désespérer. On va favoriser la sécrétion d'endorphines, en quantité significative cette fois. Ici, vous reconnaissez tous un neurone à dopamine et son neurone inhibiteur. C'est celui-ci le neurone à dopamine, hein, pas qu'on se trompe, et ici le neurone inhibiteur. En temps normal, dans notre cerveau, on ne sécrète pas de dopamine parce qu'il y a un neurone inhibiteur très puissant qui bloque le neurone à dopamine. Si on libère des endorphines, elles viennent agir sur les récepteurs endorphines du neurone inhibiteur, elles bloquent le neurone inhibiteur, et là, on va sécréter de la dopamine, hormone de la motivation, hormone du plaisir. C'est bien l'hormone de la motivation. Si chez un animal, on bloque des récepteurs à dopamine, il se laisse mourir de faim, de soif, parce qu'il n'a plus la motivation nécessaire pour s'alimenter, pour s'hydrater. C'est bien l'hormone du plaisir. Et que nous apprennent de récentes études, si dans 3 jours, on a une toute petite source de plaisir, dans l'étude en question, c'est de voir un film à caractère humoristique, ce n'est pas énorme, eh bien cette toute petite source de plaisir, qui en plus est différée,
va suffire pour faire baisser le taux de cortisol dans le sang de 40%. Cette toute petite source de plaisir va suffire pour faire baisser le niveau d'adrénaline dans le sang de 70%. Cette toute petite source de plaisir va suffire pour favoriser la libération d'hormones de croissance, une hormone qui va venir réparer d'éventuelles lésions induites par le stress au niveau de notre immunité. L'immunité, point de passage vers nos défenses naturelles, nos capacités à résister aux infections, point de passage vers les réactions allergiques, point de passage vers les maladies auto-immunes. Ces maladies ont fait des anticorps contre nos propres tissus. Concrètement, grâce à nos comportements, on peut bien diminuer le niveau de stress, on peut bien en même temps renforcer la créativité, on peut bien améliorer la cohésion des équipes et on va même aller jusqu'à réparer d'éventuelles lésions induites par le stress au niveau de l'immunité. En conclusion, les effets de la motivation sont admis depuis longtemps. Quand je vais voir Jacqueline de Romilly la première fois, c'était pour savoir si dans l'Athènes ancienne, dans ce 5e siècle avant Jésus-Christ, là où il y a un essor culturel et intellectuel colossal, là où les Grecs remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre, est-ce que la notion de motivation existait? Jacqueline de Romilly me trouvera une phrase de Thucydide qui me plaît beaucoup. Thucydide disait « La cité sera mieux défendue par la motivation de ses habitants que par l'épaisseur de ses murs ». 5 siècles avant Jésus-Christ, la notion de motivation existe. Les Grecs remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre. Le siècle suivant, le mode de gestion de la population athénienne change. Il n'y a plus d'élan. C'est terminé. C'est toujours une notion d'actualité. Je participais récemment à une table ronde avec Francis Maire, ancien patron d'industrie, ancien ministre de l'économie et des finances. Francis Maire a eu cette phrase: « Si dans toutes les entreprises de France, on avait des collaborateurs qui soient motivés, on irait chercher un point de croissance de plus par an pendant le quart de siècle qui vient. » L'enjeu, mesdames et messieurs, il est bien là, c'est qu'on ira chercher à la fois du succès et de la santé, mais on n'ira plus chercher l'un sans l'autre. Au tout début de mon propos, je vous citais Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait en octobre 2008, attention, avec le stress, on va avoir une véritable contagion, avec la crise, on va avoir une véritable contagion du stress, etc. Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez les actrices, les acteurs d'une autre forme de contagion. C'est une contagion de la bienveillance. Une bienveillance qui s'inscrive dans le cours de l'histoire. Aristote disait la bienveillance, c'est souhaiter du bien à l'autre. Saint Thomas d'Aquin disait la bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Emmanuel Kant dira la bienveillance, c'est un devoir d'humanité. On est passé du souhait à la volonté, au devoir. Eh bien oui, j'aimerais que vous inscriviez dans cette logique. J'aimerais que vous soyez les actrices, les acteurs d'une contagion de la bienveillance. Une bienveillance qui rime avec exigence, notamment une exigence de comportement, mais qui, dans tous les cas, vous permettra d'aller chercher de l'excellence. Je vous remercie. Un grand merci, docteur, pour votre intervention. La bienveillance doit nous animer et j'espère que cette conférence vous aura apporté beaucoup d'éléments sur notre fonctionnement. Moi, j'ai noté des petites choses à expliquer à mon épouse en rentrant. Ocytocine, hein, c'est ça. Hein. Merci. Avez-vous des questions, si vous le souhaitez? Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu de retard sur notre timing, hein, mais il n'y a pas de souci. Donc, comme convenu, donc, nous nous retrouverons à 20h. Alors, c'est une question. Non, merci, docteur. Moi, il y a, dans le rôle qui est le mien, bon, peu importe, président d'une confédération professionnelle, des commerçants de France, j'ai un mot qui me revient tout le temps dans les relations que j'ai avec mes équipes, mon équipe. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Eh bien, je pense que c'est un mot qui crée quelque chose chez les personnes. Enfin, pas tout de suite forcément, mais après il se passe quelque chose. Voilà, merci. Une très belle formule. C'est effectivement une très belle formule qui illustre l'optimisme. Il
Il y a des personnes qui ne voient que des problèmes et des personnes qui cherchent les solutions. Eh bien, si on cherche les solutions, non seulement les personnes qui sont autour de nous vivent mieux, mais nous également, on vit mieux. Oui ? Ça y est, j'ai une question parce que je discutais un jour avec un consultant qui me disait que dans le confort, on ne trouve pas la création, c'est dans la souffrance que l'on trouve la création. Qu'est-ce que vous me répondriez par rapport à ça ? Qu'il faut que vous demandiez au consultant de vous trouver l'étude qui le prouve. Car l'impression que l'on peut parfois avoir chez soi ou chez d'autres, c'est une chose. Mais toutes les études prouvent que pour aller chercher un petit peu de créativité, il faut être serein. C'est Alex Osborne, ce célèbre publicitaire américain, qui disait « La créativité s'épanouit dans les encouragements ». Donc je me sens, les études vont plus dans ce sens-là que l'émergence de la créativité, de la création dans la souffrance. Je crois que parfois, on est dans des phases difficiles, et c'est le propre du dirigeant, de traverser parfois des phases difficiles. Mais ce n'est pas forcément là qu'on sera le plus créatif. Il faut au contraire savoir s'extraire de ces phases pour de nouveau retrouver sa créativité. Moi, j'ai un témoignage, docteur, sur votre petit carnet, puisque j'ai adopté le principe du petit carnet avec les plus et les moins, et j'ai rajouté ce que vous nous aviez expliqué, c'est les vraies réussites de la vie. Et c'est vrai que le soir, bon, vous savez, professionnellement, familialement, de temps en temps, c'est pas la joie hein, quand on se couche le soir. Et c'est vrai que de retourner son petit carnet et puis de se dire, mais finalement, j'ai des vraies réussites dans ma vie, eh ben, je peux vous dire que pour dormir, c'est vachement plus chouette quand même. Plutôt que de retourner sur son lit, de repenser vraiment à ces vraies réussites. Et on en a tous, aussi importantes, petites ou grandes soient-elles. Et c'est vraiment un truc super, ça, ce petit carnet. Merci, docteur. Moi, il m'a fait retrouver le sommeil. Les mots que vous avez, ce qui m'a impressionné, c'est bienveillance, mais fermeté à la fois. Oui. Et ça caractérise un peu les mots de notre nouveau président pendant qu'il était en campagne. Et je l'ai accompagné, donc c'est pour ça que je peux en parler. Emmanuel Macron avait souvent dit pendant sa campagne que la bienveillance, c'est une hygiène de vie. Je crois effectivement que la bienveillance, il faut l'équilibrer effectivement par de l'exigence. Mais c'est peut-être ce qui nous permettra d'aller encore plus loin pour chercher de l'exigence et donc pour aller chercher des résultats. Un jour, une personne m'a reproché de m'intéresser à la performance de l'entreprise. Mais c'est un vrai reproche. On peut faire en sorte que nos entreprises ne soient plus performantes, que les gens ne travaillent plus. Mais il y aura d'autres inconvénients, quoi. Effectivement, le but, c'est d'aller chercher des résultats. Ce n'est pas une bienveillance qui consisterait à dire oh ben, n'en faites pas trop, hein, surtout ne faites pas trop d'efforts. Ce serait oublier une chose, c'est que la conséquence de l'effort, c'est le bonheur. Sont-nous déposés sur le sommet du Mont Blanc en hélicoptère, on va voir des beaux paysages, on va éprouver du plaisir. Si on a fait l'ascension, et si ça a été difficile, on sera heureux. Donc oui, une bienveillance qui s'équilibre avec l'exigence, car l'exigence est la clé du bonheur. Alors je n'ai pas répondu à la deuxième question sur est-ce que j'ai rencontré Emmanuel Macron. Non, je n'ai pas rencontré Emmanuel Macron, j'ai été reçu la semaine dernière par son conseiller social, Jean-André Imbert, et j'espère bien un jour essayer de le convaincre. Merci à tous. Donc nous nous retrouvons ce soir pour notre soirée de gala. Donc comme nous vous l'avons expliqué, l'entrée se fera par la place extérieure et les grands escaliers à partir de 20h. Nous procéderons aussi, vous savez, dans le cadre de notre aventure, nos adhérents ont du cœur et du talent. Nous ferons donc une tombola au profit de l'association Terrain de Jeu, qui est une association de clowns qui agit envers les enfants défavorisés. Vous pouvez donc passer au stand partenaire pour boire un petit coup. Et puis on se retrouve ce soir à 20h. Merci. Will you
I got to love.